que s'il y a quelque chose qui me paraît aujourd'hui particulièrement bousculé, c'est les conditions même de la transmission de la loi, ou de l'intégration de la loi, ou de l'incorporation de la loi de beaucoup de nos enfants. Et les récents événements, quand je dis récents, c'est sur les 3-4 dernières années, les récents événements de violence verbale, raciste, antisémite, gilets jaunes, enfin fin de parcours de gilets jaunes, et puis là encore récemment par rapport aux lois sur la liberté, nous amène à nous interroger sur qu'est-ce qui se passe avec la loi pour que des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre une éventuelle nouvelle loi, pour protester contre la police, pour protester contre les institutions, etc. D'où vient tout cela? Alors, ça complète l'introduction que j'ai entendue là tout à l'heure. Je commencerai en vous disant, il y a un adage que nous partageons tous, que nous sachions ou pas, que nous y pensions ou pas, c'est « nul n'est censé ignorer la loi ». Chacun d'entre nous sait très bien qu'on dit ça, mais que beaucoup de gens se comportent comme s'ils ignoraient la loi. Mais au regard de la loi, personne ne peut dire « j'ai commis cette transgression, j'ai commis cette faute », parce que je ne connaissais pas la loi. Je dis bien la loi, je ne dis pas les arrêtés municipaux, les règlements de toutes sortes, la loi. Mais alors justement, ça pose la question de ce que c'est que la loi. Avant de commencer à répondre à ce que je viens de dire. Freud dit qu'il y a 3 métiers impossibles à exercer, et qui pourtant sont exercés communément. Enseigner, gouverner et psychanalyser. Ces 3 métiers ont en commun, outre leur impossibilité, c'est-à-dire l'impossibilité d'aboutir au projet qu'ils se donnent, impossibilité relative, mais qui existe, ils ont en commun de mettre en scène un certain rapport à la loi, un certain rapport à l'autorité, un certain rapport à la transmission. Dans le cadre du gouvernement, ça va de soi. Dans le cadre de l'enseignement, c'est pas aussi clair, et peut-être qu'on aura l'occasion, en discutant, de faire la différence entre enseigner et transmettre. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas de l'enseignement de la loi, c'est de comment la loi est transmise, et comment elle est transmise même à l'enfant qui paraît, au nourrisson qui apparaît. Et psychanalyser, ça met aussi en scène un type de loi auquel on ne pense pas souvent, non pas que les psychanalystes ou la psychanalyse fassent la loi, mais elle interroge le rapport de chacun d'entre nous à la loi. Alors, à quelle loi? Je vais y revenir parce que c'est évidemment le point central. Donc, je m'intéresserai beaucoup moins au gouvernement des hommes ou à l'enseignement des enfants, même si, évidemment, je vais essayer de raccrocher les wagons, mais à ce que signifie la loi du point de vue de la psychanalyse, c'est-à-dire du point de vue du psychisme de l'enfant, du point de vue de ce qui se passe dans son esprit, du point de vue des rapports de l'enfant à la loi. Alors, il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, ce qui est intéressant, c'est qu'on le rencontre aussi bien dans le judaïsme, notamment dans le chapitre 18 du Lévitique, que dans l'Antiquité grecque, avec notamment par exemple l'histoire de Oedipe Roi, et dans la psychanalyse. À chaque fois, on tombe sur le même paradoxe qui, je dois le dire, chaque fois que j'ai été amené à l'énoncer, chaque fois que j'ai été amené à le rappeler, a un parfum de scandale. De scandale, je dirais, moral. Pas éthique, mais moral. Je m'explique. Si vous prenez, par exemple, on va commencer avec la Torah. Comment sont énoncés la plupart des interdits de l'inceste? Notons au passage que dans les 10 paroles,
il n'y a pas l'interdit de l'inceste. En tout cas, pas explicitement. Il faut attendre chapitre 18 du Lévitique. Or, que dit le chapitre 18 que je ne vais pas vous lire en entier parce que je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent par cœur, mais il est bon de rappeler quelques-unes des phrases et d'attirer votre attention sur certains points que généralement on néglige. Ne découvre point, c'est le verset 18-7, ne découvre point la nudité de ton père, celle de ta mère, c'est ta mère, tu ne dois pas découvrir sa nudité. Le verset suivant, ne découvre point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au dehors, ne la découvre point. Alors, je ne vais pas vous lire toute la série des interdits, mais vous remarquerez une chose tout à fait paradoxale. C'est que ces interdits s'adressent à l'enfant. Ce n'est pas à l'adulte, même si le verset au-dessus dit vous observerez mes lois, que nul de vous n'approche d'aucune parente pour en découvrir la nudité, je suis l'Éternel, même si globalement l'interdit de l'inceste concerne tout le monde, dès qu'il est explicité, il s'adresse à l'enfant. Pourquoi je dis que c'est paradoxal ? C'est paradoxal tout simplement parce que l'enfant n'est pas un sujet de droit. Un sujet de droit, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il transgresse, s'attend à la répression de ses transgressions, s'attend à être puni pour ce qu'il a commis. Laissons de côté la question de savoir jusqu'à quel âge ça fonctionne, disons que dans le judaïsme, c'est comme ça jusqu'à la bar mitzvah. Mais il y a quelque chose là de tout à fait paradoxal, et j'insiste beaucoup sur ce point, quelque chose de tout à fait scandaleux. C'est pas au père ou à la mère qu'on dit « tu ne découvriras pas la nudité de ton fils ou de ta fille », c'est à l'enfant qu'on dit « tu ne découvriras pas la nudité de ton père ou de ta mère ». Et d'ailleurs, on procède à une triangulation dans ce cas-là, c'est-à-dire en référant la nudité de l'un à l'autre partenaire de la parentalité. Comment comprendre cela ? C'est une question extrêmement difficile, mais si on ne l'a pas comprise, on est dans un malentendu total et on passe à côté de ce que c'est que transmettre la loi. Alors pour bien comprendre comment on en arrive là, je vous invite à vous souvenir, je reste pour l'instant dans les études bibliques, je vous invite à vous souvenir de ce qui se passe au sortir du déluge. Dans un travail que j'ai fait, et qui sera publié, j'espère, un de ces jours, je dis Hachem n'a pas toujours été rousseauiste. Il y a un moment où il est devenu freudien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que l'Éternel n'a pas toujours pensé que nous naissions purs de tout péché ou de toute faute, et qu'ensuite la société se chargeait de nous rendre plus ou moins bons ou plus ou moins mauvais. Ça, on pourrait dire, c'est quelque chose que, semble-t-il, l'Éternel a pensé, si on suit de Réchit, c'est quelque chose qu'il aurait pensé pendant un certain temps, jusqu'au déluge. Et puis à la sortie du déluge, il y a ce verset, j'ai pas eu le temps de retrouver exactement les notes pour savoir quel verset, mais vous allez le retrouver facilement, où il est dit que Dieu se dit à lui-même, déjà, il y a là quelque chose de tout à fait étrange, il se dit à lui-même. C'est pas une parole qu'il adresse aux humains, c'est quelque chose qu'il se dit à lui-même, qu'il ne détruira plus l'humanité qu'il a créée. Ça alors, il ne va plus détruire l'humanité qu'il a créée. Mais pour quelle raison ? La raison qu'il donne, c'est parce que le mal, le Yetzer Hara, la perversion, ça dépend des traductions, le mal habite le cœur de l'homme depuis son enfance. Ça, c'est un coup de tonnerre freudien, je dirais. L'enfant est pervers, polymorphe, disait Freud, et ensuite,
il ne devient pas pervers quand il ne s'humanise pas suffisamment, il le reste. Il est donc d'abord pervers, il continue à l'être, et certains continuent à l'être, et d'autres y renoncent. Autrement dit, l'éducation à la loi, c'est l'éducation à apprendre à l'enfant à renoncer au mal qui est en lui. C'est quoi le mal qui est en lui? C'est le désir de faire souffrir l'autre. C'est le désir de l'escagacer. C'est le désir de le mettre en colère. C'est le désir de transgresser. Lui apprendre à ne pas se servir de l'autre comme d'un esclave, lui apprendre à ne pas se servir de l'autre comme un objet de jouissance, soit sexuel, soit pas sexuel, mais en tout cas comme un objet de jouissance, c'est ça qui va faire de lui un homme. Camus avait une formule tout à fait, il ne pensait pas à l'enfant quand il disait ça, mais on peut l'appliquer à l'enfant. Un homme, ça s'empêche. Eh bien, la transmission de la loi, c'est consiste à apprendre à l'enfant à s'empêcher. Et pour ça, il faut évidemment qu'un certain nombre de règles lui soient opposées, sans souci de lui faire plaisir ou déplaisir. Vous avez peut-être entendu parler récemment d'un film qui est passé sur Arte et qui a fait du bruit dans une certaine presse, qui s'appelle Petite fille. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, à l'âge de 3 ans, dit à sa mère que plus tard, il voudrait être une fille. Alors sa mère, dans un premier temps, nous raconte, dans ce reportage absolument scandaleux, elle lui dit, mais non, dans un premier temps, elle lui dit, mais non, tu sais bien, tu pourras pas. Et puis quand elle voit que l'enfant à 3 ans est désespéré d'apprendre que, étant garçon, étant dans un corps de garçon, il ne pourra jamais devenir une petite fille, alors elle fait machine arrière, elle revient sur ce qu'elle a dit, et elle lui laisse entendre que oui, finalement, c'est peut-être pas impossible. Or, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle dit que quand elle lui a dit que ça serait pas possible, elle a vu dans le regard et dans le visage de son enfant que cet enfant allait s'effondrer parce que ses rêves étaient détruits. En tout cas, c'est elle qui interprète la chose de cette manière. Or, elle ne supporte pas que son enfant, confronté à la réalité là en l'occurrence, de la sexuation, à la réalité de la différence des sexes, elle ne supporte pas que ça le rende malheureux. C'est un peu la même chose qui se passe dans certaines familles, où quand un enfant demande ce que c'est que la mort, on lui dit que c'est pas grave, que la mort, en fait, ça n'existe pas vraiment, que c'est juste le corps qui meurt, mais que après l'âme s'envole et que le grand-père, la grand-mère continuent à survivre avec son âme au-dessus de nous. On lui raconte absolument n'importe quoi, puisque personne de cela n'a la moindre expérience, sinon que des croyances. Il faut dire aux enfants, si on veut avoir sur eux une certaine autorité, il faut leur dire le réel, même si ça les désespère, dans un premier temps. Mais si dans un premier temps, on ne prend pas le risque de ne pas être aimé pour avoir dit la vérité, alors il faut s'attendre à ce que plus aucune autorité ne soit possible. Car il y a bien évidemment un jour, ils vont s'apercevoir qu'on leur a menti, qu'on leur a raconté des sornettes, qu'on leur a raconté une idéologie quelconque, qu'on leur a raconté une croyance, mais pas le réel. Et à ce moment-là, tout s'effondre pour eux. C'est une des raisons pour lesquelles ça pourrait s'effondrer. Alors, ceci étant, je vous disais, ces interdits de l'inceste, on les retrouve aussi dans la tradition grecque. L'histoire d'Oedipe, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne sait pas qu'il a tué son père et qui couche avec sa mère en sachant, cette fois, qu'il s'agit de sa mère et il le fait avec une certaine horreur. Pourquoi il y a l'histoire d'Oedipe? Parce qu'après avoir tué Laïos, Oedipe devient roi de Thèbes, et Thèbes est soumis, ça me concerne, c'est d'actualité, est soumis à une épidémie de peste. Et dans ce temps reculé, on se demande mais quelle est la cause de cette épidémie? Pourquoi y a-t-il une épidémie? Est-ce qu'il s'agit d'une vengeance des dieux? Est-ce que les dieux punissent les hommes?
Et le sage Tirésias, qui comme par hasard est aveugle, le sage Tirésias dit sur la place publique, devant le chœur, il dit, oui, en effet, quelque chose s'est produit qui, si ça n'est pas élucidé, conduira le peuple à sa disparition. Et ce quelque chose, c'est un meurtre. Quelqu'un a tué notre ancien roi, Laïos. Or, Oedipe ne sait pas qu'il est l'assassin de son père, le roi. Il sait qu'il a tué quelqu'un, mais il ne savait pas que c'était son père. Et Tirésias lui dit, puisque tu cherches qui a pu commettre ce crime horrible qui nous vaut cette épidémie horrible, alors pose-toi la question de savoir d'où tu viens et qui tu es. Autrement dit, pose-toi la question de savoir ce que tu as commis, ce que tu as fait, ce à quoi tu n'as pas renoncé, c'est-à-dire ce qui t'a conduit à tuer ton père, même si tu prétends que tu ne savais pas que c'était lui, et ce qui va te conduire à coucher avec ta mère, alors que c'est interdit. Et d'ailleurs, Jocaste lui dit, parce que en son fort intérieur, Oedipe proteste contre l'idée d'avoir cette relation avec sa mère, Jocaste lui dit, mais avoir cette idée de coucher avec sa mère, n'est pas une idée complètement saugrenue. La plupart des hommes rêvent de ça. C'est bien avant la psychanalyse, hein, on est là plus de 20 siècles avant. Sauf que, et c'est là que nous pouvons intervenir, bien sûr que le désir d'inceste existe. La question est de savoir si le désir d'inceste existe parce que c'est interdit, ou si c'est interdit parce que ce désir existe. Est-ce que nous avons tous plus ou moins interdit, quand je dis tous, je veux dire l'humanité dans son ensemble, c'était la thèse de Claude Lévi-Strauss, l'inceste est un universel largement partagé. Est-ce que cet interdit prévaut partout, en tout lieu, en tout temps, parce que partout, en tout lieu et en tout temps, le désir d'inceste existe, ou bien parce que cet interdit a été postulé comme condition de l'humanisation, il se trouve que nous en éprouvons quelquefois le désir. Eh bien, l'enfant, même s'il ne le sait pas, même s'il ne le sait pas explicitement, il a en lui ces pulsions qui le poussent à désirer le parent qu'il préfère et à vouloir l'élimination de l'autre. Ça ressort dans des phrases anodines, ce qu'on appelle des mots d'enfant, des rêves qu'il peut raconter ou pas. Mais ce sont des imaginations. Ce sont des choses dont il faut lui apprendre, et par là va passer la loi, il faut lui apprendre à faire la différence entre les idées qu'il a, les pensées qu'il a, l'imagination qu'il développe, et qui va se transformer au fur et à mesure des âges, et la réalité. Il faut lui apprendre que, oui, effectivement, il y a pensé, même on peut d'ailleurs tout simplement s'abstenir de dire quoi que ce soit, et puis lui présenter une réalité qui dit c'est interdit. Alors je vais vous donner un exemple clinique qui va me permettre de rendre la chose concrète. Si je vais trop vite, vous me le dites. Il s'agit d'un enfant que je reçois depuis un certain temps et que sa maman et son papa m'ont amené parce que, disent-ils, il est intenable, insupportable. Il bouge tout le temps, il est tout le temps en mouvement, il est insolent, il lui arrive d'être violent. Et de fait, je constate dans le bureau que même dans mon bureau, il a du mal à se tenir. Il soulève tous les papiers, il regarde tous les objets, il les retourne. Il ne reste pas une minute en place. Un jour, la mère vient accompagner son fils et elle me dit « Il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin. » Et je lui dis « Mais c'est la séance de votre fils, il faut lui demander s'il est d'accord. » Et il dit oui. Alors, ils entrent tous les deux dans le cabinet. Et là, pour la première fois, ce petit garçon s'allonge sur le divan, ce qui, évidemment, ne fait pas du tout partie de ma pratique de psychanalyse avec les enfants. Il se met dans une position plus ou moins fœtale, le pouce dans la bouche, il a 7-8 ans, le pouce dans la bouche, et il attend que sa mère fasse le récit
de ses exploits matinaux. Alors elle raconte que ce matin, il était en retard pour aller à l'école, elle rentre dans sa chambre, il était en train de lire une bande dessinée, et elle lui dit « Lâche ta bande dessinée et habille-toi vite parce qu'on est en retard ». 5 minutes après, il n'avait toujours pas bougé. Et 5 minutes encore après, elle s'énerve, elle s'agace, évidemment. Elle lui arrache la bande dessinée des mains et elle la jette sur le lit et elle lui dit « Maintenant, tu t'habilles ». À ce moment-là, dit-elle, devant l'enfant, dans la position que je viens de vous dire, l'enfant se met très en colère. Et il commence à l'insulter et elle dit « Il m'insulte, il me traite de tous les noms, il me rentre dedans, il devient extrêmement violent et puis il se calme tout d'un coup et il s'excuse. » Bon, j'écoute ça et je lui dis « Très bien, allez, attends dans la salle d'attente. » Et je dis à l'enfant « Alors, t'as entendu ce que dit ta maman ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il me dit « C'est pas vrai. » Comme je connais un petit peu, je lui dis « Qu'est-ce qui est pas vrai ?» Il me dit « C'est pas vrai que je me suis excusé. » Alors, je lui dis « Et t'as retenu quelque chose d'autre, c'est important ?» Il me dit « Non. » Toujours allongé sur le divan, ce qui ne lui était jamais arrivé. Je lui dis « Écoute, moi j'ai entendu quelque chose d'assez étonnant. J'ai entendu que tu voulais lui rentrer dedans. Alors je te le dis, c'est pas possible. Tu peux pas revenir en arrière. » Et je vous dirais au passage, j'ouvre une parenthèse, c'est probablement un des fondements de l'interdit de l'inceste. L'interdit de revenir en arrière. C'est pas possible, tu ne peux pas revenir en arrière. Toi, tu as 7 ans, 8 ans, maintenant tu dois aller de l'avant. Pas vouloir revenir dans le ventre de ta maman. Et puis je vais te dire une chose à laquelle tu n'as sans doute pas pensé. Non seulement c'est pas possible, mais en plus, c'est interdit. Tu m'entends ? C'est interdit. À ce moment-là, il se relève du divan et il me dit « Est-ce que je peux aller le dire à maman ?» Signifiant par là que cette loi ne lui a jamais été signifiée. Qu'il ne l'a jamais entendue parce que tout simplement sa mère ignore cette loi. Et j'ai pu observer dans ma pratique avec les enfants que très souvent, les enfants dont on me dit il est insupportable, il n'obéit à rien, il y a pourtant des règles très strictes à la maison, on lui dit il faut pas mettre les coudes sur la table, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, etc. J'apprends souvent au détour d'une phrase ou après quelques entretiens que effectivement tout est interdit, sauf de coucher dans le même lit que maman quand papa s'en va au travail. Et ça fait pas partie des interdits. L'enfant ne sait pas que c'est interdit. Enfin, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il le sait, et donc sa question c'est « Mais pourquoi est-ce que maman ne le sait pas ?» Et donc je dirais, si une question sur la transmission de la loi devait se poser, c'est la question qu'un enfant se pose, que c'est ma mère, que c'est mon père, que savent mes frères et sœurs plus âgés par exemple, que savent-ils de la loi? Que savent-ils de ce qui est interdit et de ce qui est autorisé? J'ajoute que, en fait, quand on observe bien les nourrissons, j'ai été très proche de François Dolto tout un temps, et donc j'ai pu aussi profiter de son expérience, il y a ce que j'appellerais une éthique spontanée du nourrisson. Quand on a affaire à des enfants, à des bébés, qui sont mal en point, qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, qui sont anorexiques, qui ont des troubles divers, des symptômes, etc., il n'est pas rare qu'en étudiant un peu ce qui s'est passé et en remontant l'histoire, le cours de l'histoire, on tombe sur des choses particulièrement traumatiques, mais très souvent on tombe, pas tout le temps, mais très souvent, on tombe sur des choses qui témoignent du fait que le parent en question est un transgresseur, mais un transgresseur grave de la loi, et qu'il a signifié, sans le vouloir, à son enfant que la loi n'avait pas d'importance pour lui. Alors comment un enfant sait-il quelle est l'importance de la loi pour ses parents? Comment un enfant sait-il que ses parents, comment devine-t-il quel est son rapport, quel est le rapport de ses parents à la loi? Je dirais tout simplement par le langage. Si
connaissez ce vers, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire le viennent aisément. Eh bien, si les parents parlent clairement des choses, disent les choses, nomment les choses, au fur et à mesure où elles ont lieu, disent ce qui est autorisé et ce qui est interdit, et notamment dans le cadre de la loi de l'inceste, d'où découlent toutes les autres lois, l'enfant entend. Si le parent raconte des sornettes à ce sujet parce que lui-même ne respecte pas la loi, ou si il est affilié à la loi, même s'il lui arrive de la transgresser, car il ne s'agit pas non plus d'être dans une trop grande rigidité. La loi est aussi, elle est faite pour être transgressée. Pas nécessairement à chaque fois, mais s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de transgression. La loi, l'enfant l'intègre et intègre l'autorité qui va avec, s'il sent que celui qui lui impose la loi est quelqu'un qui a un rapport à la loi qui le rend désirant. Alors là, ça vous concerne un petit peu plus en tant qu'enseignant. L'enfant a du respect, je dirais presque spontanément, pour toute personne qui lui enseigne quelque chose en y mettant son désir. Pas comme un robot, pas comme un automate, mais en y mettant du désir. Pourquoi ? Parce que, vous l'aurez compris à travers ce que je vous ai dit tout à l'heure, le désir et la loi, c'est la même chose. Si quelqu'un se manifeste auprès d'un enfant en prétendant lui interdire telle ou telle chose, mais que dans le même temps, il s'avère qu'il est sans aucun désir, qu'il n'est sans aucun désir, par exemple, d'enseigner ou de transmettre, alors il perd toute son autorité. L'enfant est très sensible au fait que quelqu'un qui a réussi, par exemple, à devenir un enseignant, à devenir un professeur, a réussi à le faire parce qu'il était désirant de transmettre, parce qu'il était désirant d'enseigner, il est très sensible à la dimension inconsciente du désir de celui qui lui parle. Et pour chaque enfant, il y a à un moment donné une entrée dans la loi qui se fait par un rapport à ce désir de l'autre, à ce désir de, par exemple dans le cas clinique que je viens de vous raconter, à ce désir de la mère. Qu'est-ce qu'elle veut ? Où est-ce qu'elle veut en venir ? Qu'est-ce qu'elle désire de moi ? Qu'est-ce qu'elle attend de moi ? Qu'est-ce qu'elle veut de moi ? Il y a une seule entrée dans la loi pour chaque personne, pour chaque individu. C'est la fameuse parabole de l'homme devant la loi de Kafka. Si vous laissez l'enfant devant l'entrée de la loi, admettons que ce soit par exemple devant l'entrée de la Torah, si vous le laissez là, devant, sans manifester à l'égard de la loi le moindre désir, mais en étant juste là celui qui va en être le gardien, vous ne lui permettez pas de trouver quelle est sa voie d'accès, quelle est sa voie d'entrée dans la loi. Or, sa voie d'entrée dans la loi, c'est celle qui lui permet de faire la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel. Par exemple, je vais vous citer un exemple très simple. Vous allez voir, ça a l'air compliqué ce que je vous raconte, mais en fait, c'est extrêmement simple au quotidien. Un enfant, on sait qu'il est rentré dans la loi le jour où il témoigne, par exemple, c'est une des façons de faire, où il témoigne du fait qu'il a compris la différence qu'il y avait entre le jeu et la réalité. Je pense à un enfant qui me disait, un jour, tout petit, il était à l'école maternelle, et il me disait, cette nuit, j'ai fait un rêve, je voyais mon école, il était en première année de maternelle, j'ai fait un rêve, je voyais mon école, et quand je me suis réveillé, je me suis dit que c'était un rêve, parce que l'école dans laquelle je me voyais n'était pas comme mon école. Et là, il avait compris donc que la part onirique, la part imaginative de sa vie, la partie intime de sa vie imaginative, était différente de la réalité. Quand un enfant a eu accès à ça, d'une certaine manière, il est rentré dans la loi. Il est rentré dans, il y a un réel, il y a un imaginaire, et puis il y a des mots pour symboliser la différence entre ce réel et cet imaginaire. Mais il y a des enfants pour qui ça ne se passe pas comme ça, et vous le savez bien.
Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tous, j'imagine, l'histoire de Hélène Keller. Cette petite enfant, sourde, muette et aveugle, qui a donné lieu à un film qui s'appelle Miracle en Alabama. C'est une histoire que je vous invite à regarder au cinéma ou à lire, extrêmement intéressante parce que justement, elle pose tous les problèmes du rapport de l'enfant et de la loi. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une enfant qui donc n'a plus la parole et ne voit plus et n'entend plus. Et donc, ses parents, ça se passe en Alabama, ses parents ont décidé de la laisser vivre comme une petite sauvageonne. Donc, ils l'autorisent, sous prétexte qu'elle est handicapée, sous prétexte qu'elle est privée des sens essentiels, à pas manger à table avec les autres, à picorer dans les assiettes, à piquer des crises de nerfs totalement incongrues, à se comporter comme vraiment un animal. Ils ont tout essayé pour essayer de la soigner, ils n'ont pas réussi, jusqu'à ce qu'intervienne, je vous passe les détails, quelqu'un qu'ils engagent, une jeune femme qu'ils engagent, pour essayer de faire quelque chose avec elle. Et que fait cette jeune femme? Cette jeune femme a été elle-même handicapée. Qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle dit aux parents, laissez-moi seule avec l'enfant et n'intervenez plus. Alors, il se trouve que c'est dans une grande propriété alabamesque et qu'il y a une petite maison sur le terrain où elle va s'isoler avec l'enfant. Et là, elle va commencer par lui imposer les règles de la vie en société. C'est-à-dire, elle va commencer par lui apprendre à ne pas se servir dans l'assiette avant d'avoir des fourchettes et couteaux dans la main, à s'habiller, à se laver, etc. Et elle va faire preuve d'une autorité dont les parents n'ont jamais été capables avec cet enfant. Jamais. Ils ne lui ont jamais rien imposé sous prétexte qu'elle était différente des autres. Et alors, au fur et à mesure qu'elle lui fait intégrer les règles de la vie en société, elle essaye de lui apprendre à lire et à écrire. Et là, c'est tout à fait étonnant. Je résume la chose très rapidement. Comment faire pour apprendre à une enfant sourde, muette et aveugle, comment faire pour lui apprendre à lire et à écrire? Je vous pose la question. Comment vous y seriez pris? Elle considère donc, dans un premier temps, qu'elle ne peut pas lui enseigner ça si cet enfant ne respecte pas un minimum de règles. Et je dirais là, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire, elle ne lui passe rien, au grand dam et au grand désespoir des parents qui se tiennent un peu au courant quand même de ce qu'elle fait. Et puis, elle trouve un système qui consiste à lui apprendre l'alphabet en faisant des petites pressions sur les mains et sur les doigts. Et grâce à ça, elle va apprendre à l'enfant un alphabet, à composer des mots et à trouver le premier mot, son premier mot, qui va être water, l'eau, qui va s'écouler d'une cruche comme l'eau du langage s'écoule sur l'enfant quand il paraît. Ça m'a fait penser cette histoire que effectivement il y a une interpénétration du rapport de l'enfant aux règles de la vie commune, de la vie sociétale, de la vie en société, une intégration de cela avec ce à quoi il doit renoncer pour pouvoir participer au grand banquet de l'humanité ou en tout cas au grand banquet de sa famille. Mais c'est plus que ça. Je crois qu'il faut insister sur ce point. C'est plus que ça. L'enfant, s'il sait que les règles qui lui sont données n'ont pas pour fonction de le punir, de le frustrer ou de lui interdire arbitrairement quelque chose, s'il sait que c'est la condition même de son humanisation, il va les accepter. Et pourquoi il va les accepter et comment allez-vous faire pour lui faire accepter? Et là, je m'adresse autant à vous, autant en tant que parent, qu'à vous en tant qu'enseignant. Il arrive, et ça arrive régulièrement, qu'un enfant demande, ce qu'on appelle des caprices,
demande des choses impossibles à satisfaire. Comme par exemple de permettre à un petit garçon de devenir une fille. Comment réagir? Soit on réagit en disant non, et puis on s'en tient là, soit on réagit en lui permettant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en lui permettant de faire la différence entre ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il imagine et ce qui est la réalité. Concrètement, ça donne quoi? Imaginez que vous vous promenez, c'est la période, devant les vitrines des Galeries Lafayette. Vous avez votre salaire d'instituteur ou de professeur, donc vous ne roulez pas sur l'or, et comme vous êtes dans une famille plus ou moins religieuse, vous avez 7 ou 8 enfants à nourrir. Vous passez devant les vitrines des Galeries Lafayette ou du Printemps, et l'enfant voit un superbe camion rouge dans la vitrine. Et il a, mettons, 4-5 ans, et il dit « Je veux ce camion ». Il y a plein de monde autour, pas en ce moment parce que c'est l'épidémie, mais en général, il y a comme ça, énormément de monde autour. Et vous lui dites « Ben non, tu l'auras pas ». Qu'est-ce qu'il fait? Certains enfants, dans ces moments-là, se mettent très en colère, se roulent par terre, poussent des hurlements, disent qu'ils le veulent à tout prix, que c'est insupportable qu'on leur refuse. Et le parent se trouve à la fois honteux du comportement de son enfant en public et dans une espèce de, d'impuissance à pouvoir le calmer, tout simplement parce que, pourquoi ils refusent? Ils refusent parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils trouvent que c'est inadapté de s'aider à ce moment-là. Comment s'en sortir? On s'en sort, dans la plupart des cas, c'est un exemple de caprice, de ce qu'on appelle comme ça, mais ça pourrait être tout à fait autrement. Un autre cas, on s'en sort en lui disant, écoute, moi, si j'avais ton âge, et si j'étais comme toi, un petit enfant qui a envie d'un gros camion rouge, eh ben, je serais très content d'avoir cette envie. Je trouve tout à fait normal que tu aies envie de ce camion. Tu as raison. Et d'ailleurs, tu peux imaginer, dans ton imagination, tu peux imaginer que tu l'as, ou que peut-être un jour, tu te donneras les moyens de l'avoir. Mais moi, je n'ai pas les moyens de te l'offrir. Je n'ai pas les moyens, et je n'ai pas envie non plus de trop te gâter. Donc non, ça n'est pas possible. Mais tu as raison d'avoir ce désir. En fait, tout ça, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à ceci que la reconnaissance et l'intégration de la loi passent par la reconnaissance du désir. Un désir d'enfant n'est pas un désir qui cherche à se réaliser mécaniquement, automatiquement. C'est un désir qui demande à être reconnu, même s'il n'est pas réalisé. Reconnaître le désir de l'autre, lui dire que son désir est légitime, même s'il n'aboutit pas, c'est lui permettre d'entrer dans la loi humaine, dans la loi des hommes. Je finirai donc ce bref exposé en rappelant ce midrash que vous connaissez tous, bien sûr, de à quoi ressemble un enfant quand il paraît au monde, qui répond que un enfant, quand il advient au monde, c'est comme s'il avait tout le savoir du monde, comme s'il voyait d'ici à l'Occident, d'ici à Jérusalem, j'imagine, d'ici à l'Espagne, aux confins de l'humanité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Sûrement beaucoup de choses, et puis le midrash est plus complet que ça. On veut nous dire que l'enfant, quand il paraît, arrive avec un savoir, et je rejoins donc le début de mon exposé, un savoir absolu. Il sait ce qu'il a à savoir. Et comme vous savez, dans le midrash, il est dit qu'un ange vient, pose son doigt sur les lèvres de l'enfant et fait oublier à l'enfant tout ce qu'il savait. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, comment on a pu avoir l'idée de ce midrash, de cette imagination? Eh bien, c'est parce que chacun d'entre nous, et j'en appelle à votre expérience de parents, chacun d'entre nous sait très bien que l'enfant
quand il est très jeune, avant même qu'il ait la parole. L'enfant est un ordonnateur de loi. L'enfant a une fonction surmoïque pour les parents. Vous voulez des exemples simples de la vie quotidienne? Il suffit qu'on ait un enfant, ou qu'on prévoit d'en avoir un, pour que on s'interdise de boire de l'alcool, qu'on s'interdise de fumer, qu'on s'interdise de sortir, qu'on s'interdise d'être bruyant, qu'on se donne plein d'interdits sous prétexte qu'il y a un enfant qui est là. Enfin, je dis sous prétexte, c'est évidemment ironique. Autrement dit, il fait la loi. Mais il fait la loi parce que, d'une certaine manière, on l'investit ce pouvoir. Et vous savez, par exemple, que le regard d'un bébé peut avoir une fonction inhibitrice absolument fantastique. Il peut, par son simple regard, vous intimider et vous empêcher de faire ce que vous pourriez considérer comme une transgression. Eh bien, c'est ça que j'appelle l'éthique spontanée du nourrisson. Il ne le sait pas, mais il sait quand même tout ce qu'il a à savoir pour entrer dans la loi.